Bonjour à tous et à toutes. Vous participez au webinaire initié par le Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales, un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington, lancé pour aider et offrir des ressources aux journalistes du monde entier. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum et le modérateur de cette session qui se déroule via Zoom. Nous discuterons d'un sujet qui fait l'actualité, un sujet dont tout le monde parle et autour duquel ce qui se passe peut être considéré comme une totale hystérie. Il s'agit bien sûr de ChatGPT, un outil conversationnel basé sur l'intelligence artificielle qui suscite autant de fascination que d'inquiétude. Un outil développé par la société OpenAI qui impressionne et qui pourrait, dit-on, mettre fin à la longue domination du moteur de recherche de Google. C'est une menace que Google prend très au sérieux. La firme américaine a d'ailleurs décidé de contre-attaquer avec le lancement de son propre robot conversationnel baptisé Bard. Et dans la foulée, le chinois Baidu s'apprête aussi à lui emboîter le pas. Mais ce ne sont pas que les géants du numérique qui s'inquiètent de la percée de l'intelligence artificielle. Le sujet fait aussi débat au sein de la communauté journalistique et des créateurs de contenu qui voient en cet outil une menace potentielle pour leur métier. ChatGPT a franchi le cap d'1 million d'utilisateurs en à peine 5 jours. Pourquoi l'outil déchaîne autant les passions et attise les convoitises? À quoi est dû son succès? Comment utiliser ChatGPT? Que faut-il savoir sur cet agent conversationnel? Quelles sont ses limites? L'intelligence artificielle va-t-elle assurer les tâches journalistiques? Quel enjeu représente-t-il pour le journalisme? Ces questions et bien d'autres seront abordées au cours de ce webinaire avec nos deux invités. Je me fais donc le plaisir de vous les présenter. Nous recevons sur ce plateau virtuel Monsieur Bruno Guglielminetti qui parle du monde numérique depuis 1994. Vous l'aurez donc compris, ça fait environ 30 années. Il est spécialiste des nouvelles technologies des médias numériques et depuis de nombreuses années qui lui ont valu d'être récipiendaire de plusieurs prix dans le domaine. Il est aussi consultant numérique, conférencier et podcasteur et il enseigne aussi à l'UQAM. Merci, Monsieur Guglielminetti, d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Merci de l'invitation. Notre seconde intervenante est Madame Edith Brout. Elle est consultante en communication digitale, créatrice de contenu web, chroniqueuse TV et animatrice radio. Elle est manager au sein d'une agence numérique et traite quotidiennement de l'actualité web. Madame Brou est une icône du digital et l'une des figures les plus influentes en Côte d'Ivoire selon un classement de Jeune Afrique et du magazine Forbes en 2019. C'est donc un plaisir pour nous, Madame Brou, de vous avoir pour discuter de cette thématique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous commençons donc avec la première question que je pose à M. Guglielminetti, la question de savoir, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT? Écoutez, je l'utilise au quotidien, moi, pour mon travail. Évidemment, au départ, pour savoir ce que c'était, c'est à la fin novembre lorsque c'est sorti. Mais par la suite, je l'utilise comme assistant dans la rédaction. Et évidemment, par le fait même, je vois son évolution. Là. Madame Brou, j'ai demandé à ChatGPT si l'outil vous connaît. J'ai eu une discussion avec cet outil et je vais partager mon écran. Où je lis la discussion que j'ai eue avec ChatGPT sur votre personne. Je demande à ChatGPT si il connaît Edith Brout. L'outil me dit, je suis désolé, je n'ai pas de données spécifiques sur une personne nommée Edith Brout. Il est possible que vous ayez mal orthographié le nom ou que cette personne ne soit pas célèbre ou enregistrée dans les informations accessibles publiquement.
Et je lui dis non, ce n'est pas vrai. Edith Brew est une femme célèbre. Elle est une icône du digital. Elle figure parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique, selon un classement établi en 2019 par le magazine Forbes. Et l'outil me répond, je suis désolé pour la confusion précédente, je n'ai pas de mise à jour de mes connaissances sur Edith Brew. Cependant, je peux vous dire que selon ce que vous avez mentionné, Edith Brew semble être une personne influente, reconnue dans le monde du numérique en Afrique. Et je riposte en disant, mais si vous ne connaissez pas Edith Brew, admettez-vous alors que votre outil a des limites. Depuis, ChatGPT n'a pas répondu. Pourtant, c'est un outil que beaucoup décrivent comme puissant, comme révolutionnaire, comme un génie qui génère des réponses à toutes sortes de questions. Mais vous, Edith Brew, pour un outil qui ne vous connaît pas, comment le trouvez-vous? Est-ce que Madame Brew est avec nous? Je crois que c'est un souci lié à la connexion Internet et qu'elle sera bientôt de retour. Voilà, elle vient de partir. Cette question, alors, je vous la retourne, Monsieur Guglielmetti. Edith Brew, elle est connue comme une icône du digital, une femme, un membre influent du digital et du web en Côte d'Ivoire, aussi en Afrique, suivie par près de 300 000 abonnés sur Twitter. Mais ChatGPT me dit désolé, je ne connais pas cette personne. Et pourtant, c'est un outil qu'on présente comme étant très puissant, révolutionnaire et capable de répondre dans une fraction de seconde à des questions même qui semblent complètes. Mais vous, comment vous le décrivez-vous, cet outil-là, pour vous? Est-ce que c'est la même chose? C'est un outil puissant, malgré toutes ces limites? Oui, ben c'est intéressant l'exercice que vous avez fait avec Edith Brew. Vous auriez fait l'exercice avec mon nom et vous auriez eu Ouais. le même type de réponse parce que je l'ai essayé, j'étais curieux. Et ce qu'on se rend compte rapidement, c'est que au niveau de la connaissance universelle à laquelle ChatGPT utilise pour générer ses réponses, c'est essentiellement de l'information qui est basée sur Internet, mais qui concerne les politiciens et les grandes personnalités politique des années antérieures. Mais tout ce qui est actuel, il y a une lacune de ce côté-là et c'est pour ça que quand on regarde l'offre qui est proposée récemment, puis vous le mentionniez dans votre ouverture, l'offre de Google avec son nouvel agent conversationnel là, qui va venir faire concurrence à ChatGPT, ben, la grande différence entre les deux, c'est que celui de Google sera branché à Internet en temps réel. Et donc, si vous lui posez la même question concernant Edith Brew, ben là, vous aurez une réponse qui va être à jour avec les informations et à son sujet. Même chose pour les personnalités de la télé, de la radio, un peu partout à travers la planète, ce qui n'est pas le cas avec ChatGPT aujourd'hui. Ravi de vous revoir, Madame Brew. Je posais justement la question de savoir comment vous appréhendez ChatGPT. Alors, Madame Brew, sentez-vous libre de prendre la parole dès que votre connexion Internet le permet, mais nous allons continuer avec, nous sommes obligés de faire chemin avec M. Guglielmetti en attendant que les dieux de la connexion Internet permettent à Brew de nous revenir. Monsieur Guglielmetti, après le lancement, vous avez mentionné tout de suite le robot conversationnel lancé également par Google. Après le lancement de ChatGPT, Google a préparé sa réponse avec Bard et il n'y a pas que Google. Le chinois Baidu s'apprête aussi à lancer son propre chatbot. Ils sont en phase de test. Mais pourquoi l'intelligence artificielle redevient la priorité des géants de la tech? Ben, je vous dirais que c'est probablement OpenAI qui a donné un coup de pied dans la fourmilière
parce qu'avant ce moment-là, l'intelligence artificielle était réservée quand même à certains secteurs et ce n'est pas le grand public qui avait accès à ces outils-là. Ou en avait accès, mais par le biais, c'était de façon transparente. Je pense que le meilleur exemple, c'est encore l'utilisation des réseaux sociaux. Ce que vous voyez dans votre fil de nouvelles, autant sur Facebook que sur TikTok, c'est de l'information qui est générée par des algorithmes. La sélection de ce que vous voyez de façon transparente, il y a une intelligence artificielle qui fait la sélection en fonction de vos goûts, de vos intérêts, de ce sur quoi vous réagissez, vous interagissez. Mais là, dans le cas de ChatGPT, c'était la première fois que le commun des mortels, l'internaute moyen, pouvait avoir j'allais dire une relation, hein, on est rendu là, avec un agent conversationnel ou un peu comme vous l'avez fait dans votre test avec Edith Bro, bien, vous interagissez avec l'agent conversationnel qui vous répond et il y a quelque chose qui change. Et j'ai beaucoup aimé votre présentation du départ parce que ça va changer la façon dont on accède et on utilise l'Internet. Et donc, dans ce contexte-là, ben, ce n'est pas surprenant qu'il y ait eu tout cet engouement, il y a eu ce boom. Vous le disiez, rapidement, ChatGPT a trouvé un public, plus rapidement d'ailleurs que même les TikTok, les Instagram, les Facebook de ce monde. Rapidement, les gens se sont tournés vers ça, voyant l'intérêt, le potentiel. Et puis, c'est ça. Alors, Google, évidemment, voyant un volume de requêtes, je ne dirais pas diminuer de façon importante, mais il a vu l'intérêt qui était du côté de ChatGPT, de la nouvelle façon d'aller chercher de l'information. Alors, Google étant Google, ayant été presque toujours leader depuis sa création, il y a juste une certaine époque avec AltaVista où il était bon deuxième, mais ça fait très longtemps, vous vous retrouvez dans un contexte où Google a compris que s'il ne faisait rien, au moins même au niveau des relations publiques, ben, il allait perdre une manche et ce n'est pas dans l'intérêt des investisseurs de Google de le faire. Alors, ben, rapidement, ils se sont tournés et ils ont mis en branle une équipe. L'intelligence artificielle était déjà très présente chez Google, mais c'était d'arriver à proposer un produit qui allait ressembler un peu à l'expérience de ChatGPT et c'est ce qu'ils nous présentaient cette semaine. Puis de l'autre côté, ben, vous avez Microsoft qui, depuis 2019, a investi, déjà en 2019, ils ont investi 1 milliard dans OpenAI. Donc, eux étaient déjà très bien placés dans la course. Et puis, ben, vous avez d'autres joueurs comme les Facebook, comme Apple, qui vont très bientôt réagir. Puis, vous avez de l'autre côté, comme vous le disiez, Baidu, qui vient de confirmer qu'ils allaient nous proposer un agent conversationnel. Reste à voir maintenant s'il sera disponible dans plusieurs langues. Parce qu'évidemment, le premier marché à desservir, c'est le marché chinois, donc en mandarin et en cantonais chez eux. Mais est-ce qu'il va s'ouvrir à l'anglais? Est-ce qu'il va s'ouvrir au français? J'ai bien hâte de voir. J'ai énormément de questions à vous poser au sujet de tout ce que vous venez de dire, mais pour vous qui êtes un acteur avisé du monde numérique depuis 1994, est-ce qu'aujourd'hui, toute l'actualité autour de ChatGPT, les débats qui s'y font, l'intérêt que ce chatbot suscite, est-ce que tout cela vous surprend? Non, et je vous dirais que je suis en bonne compagnie et je ne fais pas de parallèle ou de comparaison, mais c'est la semaine dernière, je lisais les propos de Bill Gates qui disait que depuis l'avènement de l'ordinateur, le PC, là, comme on l'appelle en anglais, et l'Internet, le chat conversationnel ou l'agent conversationnel comme chatbot ChatGPT et les autres intelligences artificielles comme celui-là, ben, c'est probablement le troisième moment le plus important là, dans le monde numérique depuis très longtemps parce que ça va changer la façon d'utiliser Internet et c'est pas pour rien que Google réagit. Imaginez si vous êtes capable d'aller dans un endroit et d'obtenir directement une recette ou une information ou une réflexion ou une dissertation ou même un plan de cours ou un article rapidement en faisant une requête de 2 lignes et en donnant certaines contraintes à l'agent conversationnel et en moins de 15 secondes, il vous génère ce que vous cherchez comme information, mais il vous donne tout le contenu. Directement, vous n'avez qu'à faire un copier-coller et à le mettre où vous désirez. C'est une révolution, ça, parce que jusqu'à maintenant, en utilisant un moteur de recherche comme Google ou comme Bing ou les autres, ben, vous pouviez avoir accès à des sites web qui, par la suite, allaient peut-être vous donner les informations, mais il y avait plusieurs étapes. Et même que, si on va un peu plus loin, j'avoue que
les journalistes, évidemment, peuvent se poser des questions par rapport à l'utilisation de ChatGPT, mais même ceux qui font des sites web vont devoir se poser des questions parce que si les gens peuvent avoir... Il faut savoir que ChatGPT et toutes les autres intelligences artificielles qui vont être créées dans le modèle s'abreuvent à partir des données qui sont disponibles sur Internet et ça inclut les sites web de généraux. Alors, imaginez, la personne, l'internaute, va sur ChatGPT, pose sa question, obtient la réponse sans jamais se rendre sur le site web qui est à la base à générer le message. Et c'est ça qui est un peu pernicieux pour les gens qui ont développé le contenu avec les années, c'est que ces gens-là, ils se retrouvent avec pas de visiteurs. Ils ont contribué au contenu de ces intelligences artificielles-là, mais ils auront plus droit au trafic qui était un peu le nerf de la guerre quand on a un site web. Et déjà, Google avait commencé à leur enlever un peu de trafic parce qu'ils nous donnaient de l'information sur la première page qui répondait à notre requête. Mais là, ChatGPT nous donne entièrement l'information toute cuite qu'on n'a qu'à reprendre pour aller le publier ailleurs. Pour vous, quels sont alors, les types de questions que pourraient se poser les journalistes? On dit aussi de ChatGPT que ce outil pourrait menacer les emplois, des millions d'emplois. Et il y a plusieurs rédactions, que ce soit le Washington Post, que ce soit Le Monde, que ce soit West France, que ce soit le New York Times, qui utilisent déjà des outils qui génèrent des textes et qu'on publie, ça va tellement vite. Est-ce que ce n'est pas une menace pour les journalistes, ces outils-là? Une menace, je ne le sais pas, très honnêtement, mais c'est sûr que ça vient changer la partie. Il faut savoir que, puis vous mentionnez plusieurs médias qui l'utilisent, beaucoup d'agences de presse d'ailleurs l'utilisent. Il y a beaucoup de travail qui était redondant dans les rédactions qui était fait par des humains, on s'entend là, qui était fait, j'allais dire, à bras et à clavier ou à dactylo auparavant, où on entrait, par exemple, les résultats des matchs. Et la description des matchs et bon, les matchs sportifs, là, on s'entend. Toute cette information-là, maintenant, pour la plupart des agences et dans les grands médias, elle est générée par des intelligences artificielles. Et le lecteur, l'auditeur, voit absolument aucune différence parce qu'il y a un style, il y a une façon, et quand c'était des humains, on prenait le même modèle, mais là, maintenant, c'est la machine qui le fait. Alors, dans ce contexte-là, oui, c'est sûr qu'il y a des emplois qui disparaissent. Mais pour le vrai journalisme, celui qui se rend sur le terrain, celui qui va faire des entrevues, celui qui va poser des questions, celui qui fait des enquêtes, celui qui fait de la recherche, la machine ne va pas le remplacer. Et c'est pour ça sauf que la machine va l'assister. Mais encore là, vous savez, en journalisme, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, il y a toujours l'importance de valider l'information qu'on a, toujours d'avoir la deuxième source minimalement qui va venir confirmer l'information que vous avez. Et dans le cas de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est probablement ce qu'il y a de plus important. Parce que la première chose qu'on voit lorsqu'on utilise un peu ChatGPT, c'est la facilité déconcertante avec laquelle ChatGPT peut vous donner l'impression d'avoir raison alors qu'ils ont tort. Et sur des questions que je connais très bien, je l'ai interpellée et à l'occasion, parce qu'elle utilise des données qui sont erronées pour vous générer une réponse, elle vous envoie dans le champ gauche alors que ça se passe dans le champ droit. Et donc, la théorie du verre plein, du verre vide, ChatGPT, si vous ne connaissez pas un sujet, pourrait vous convaincre que le verre est vide alors qu'il est totalement plein, parce qu'il utilise des arguments et de la façon qu'il génère de façon affirmative son texte. Si vous ne connaissez pas un dossier, il va vous amener où il veut. Et c'est pour ça que je rappelle, et c'est très important dans un contexte journalistique, mais c'est vrai aussi pour tous les citoyens qui l'utiliseraient, systématiquement de reposer la question avec d'autres mots pour vérifier si on va vous donner le même type d'information. Et puis après, ultimement, si c'est pour publication, assurez-vous d'aller valider avec une seconde recherche, celle-là peut-être dans un moteur de recherche plus conventionnel, pour vérifier les dates, les moments, les chiffres, les statistiques que vous allez utiliser parce qu'il pourrait être erroné malgré toute la bonne foi que ChatGPT et ses éditeurs, là, OpenAI, peuvent avoir en mettant cet outil disponible aux gens.
ChatGPT peut aussi fournir des réponses erronées, comme vous venez de le dire. Pourtant, on l'a vu, des étudiants l'utiliser lors des examens et certaines écoles européennes ont même interdit son utilisation. Il y a aussi des questions qui se posent sur l'éthique, sur la propriété intellectuelle des informations qui sont fournies par ChatGPT. Mais quel pourrait être l'enjeu pour peut-être pour un journaliste qui, par exemple, obtient une information de ChatGPT et qui la met à disponibilité du public? Ben, vous touchez un point important. Quand on parle de la propriété intellectuelle, à la base, l'information qui est utilisée par un agent conversationnel comme ChatGPT, il vient de connaissances universelles qui sont disponibles sur Internet. Malheureusement, pour le moment, dans le contexte de ChatGPT, on n'a pas ces sources-là et donc le droit de propriété là, disparaît automatiquement et il n'y a pas de source et c'est pas sourcé. Puis vous le savez, dans le travail de journalisme, l'importance d'avoir des sources et de savoir d'où l'information provient avant de la diffuser. Alors là, il y a un challenge qui est important et c'est pour ça que, selon moi, aucun journaliste devrait aller prendre l'information sans la valider par une deuxième source qui, là, pourra être nommée au besoin pour avoir cette information. Et là, je vois que ma collègue Edith Brault vient de se brancher. Pour être de retour, salut Madame Et Brault. ouais, aujourd'hui, Enfin, j'ai de finalement. gros soucis de connexion. Oui, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir me connecter dans un café en voulant compter sur la connexion Internet. Et ça n'a pas raté, quoi. Donc là, je me déplace, je suis dans la voiture. J'essaie de retourner à la maison pour me connecter avec une bonne connexion. Désolé. D'accord. Mais là, est-ce que vous êtes au volant? Est-ce qu'on attend que vous arriviez à la maison? Non, je ne suis pas au volant, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord, ok. Et puis, c'est pas une voiture automatique aussi, donc ça va. Ah, d'accord, on y va. Madame Brou, vous aimez aller là où les gens ne vont pas. Ça, c'est vous. Vous aimez vous diriger vers des secteurs innovants. C'est d'ailleurs ce qui vous attire maintenant vers tout ce qui est crypto, blockchain et les NFT. Et c'est ce que vous avez aussi attiré vers le marketing d'influence, comme vous l'affirmez vous-même dans une interview en 2022. Et je veux vous poser la question de savoir, comme pour la crypto, la blockchain ou les NFT, êtes-vous aussi attiré par ChatGPT? J'ai un sentiment mitigé. En même temps, c'est fascinant de pouvoir être à un tournant de l'histoire de l'humanité parce que les IA sont en train de devenir réalité grâce à des use cases qui sont pratiques. Donc, c'est le cas de ChatGPT et de Bard qui vient d'arriver. En même temps, c'est vrai que ces IA, dans leur use case, nous permet de nous faciliter la vie. On l'a vu, hein, on a la possibilité de faire des stratégies marketing rien qu'en demandant à ChatGPT. On a la possibilité de se faire aider dans son mémoire ou dans sa thèse, rien qu'en demandant à ChatGPT. On peut même encore aller plus loin. Mais en même temps, je considère que, je prends le cas de l'Afrique, on n'est pas préparé pour ça. On n'est pas préparé pour ça. Et malheureusement, beaucoup de secteurs d'activité, notamment le journalisme, qui déjà est décimé par le manque de financement, est décimé par le manque aussi de capital humain et tout, va vraiment, vraiment en pâtir. Autant je suis une geek, passionnée de nouvelles technologies, autant je suis fascinée par tout ce que ça peut apporter comme facilitation dans notre quotidien, mais autant j'ai beaucoup de réserves dans ce que peut nous apporter ces intelligences artificielles, notamment le fait qu'on n'aura plus besoin de faire beaucoup d'efforts aussi finalement pour réfléchir, faire des recherches. Et je pense que c'est des choses comme ça qu'il faudra inculquer à nos jeunes afin qu'ils continuent quand même à entraîner leur cerveau. Parce que si déjà avec Google, on a une mémoire par procuration, avec les IA, ça va être en plus voulu. Hier, je me suis senti coupable parce que mon fils, qui est en seconde, doit chercher un stage.
Et son école lui a demandé de faire une lettre de motivation pour son stage en cybersécurité. Et hier, il m'a demandé, maman, tu peux m'aider à faire ma lettre de motivation et tout. Et je ne sais pas, au téléphone, j'ai failli lui dire, mais demande à ChatGPT. Et je n'ai pas dit. Je me suis retenue, je me suis dit, non, tu ne seras pas une bonne maman si tu fais ça. Tu ne seras pas du tout une bonne maman, ne dis pas ça du tout. Le soir, tu rentres à la maison après ton émission, vous vous asseyez ensemble, même s'il est 22h, et tu l'aides à faire sa lettre de motivation. Parce que je veux garder un peu ce contrôle quand même. Donc, c'est pour dire que autant je suis fascinée parce que ça peut nous apporter, j'adore la robotique, j'adore tout ce qui est futuriste, mais autant j'ai peur pour la suite en fait. J'ai énormément peur pour la suite. Je ne sais pas si vous m'avez écouté, la première partie de ma présentation. Je narrais une conversation que j'ai eue avec ChatGPT sur votre personne. Je demandais justement à ChatGPT s'il vous connaît. Il me dit, je suis désolé, je n'ai pas de données spécifiques pour une personne nommée Edith Prou. Il est possible que vous ayez mal orthographié votre nom. Ça veut dire que même si vous renvoyez votre enfant vers ChatGPT, ce n'est pas un outil qui fournit toujours les bonnes réponses. Oui, et puis en plus, il n'est pas connecté à Internet et les données, je crois, Bruno, tu me diras, les données datent de je pense, 2021. Bon, ouais, 2021. Et bon, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau de son développement, mais quand même, c'est un outil puissant. Parce que même, j'ai fait la même demande. Hein. J'ai demandé à ChatGPT s'il me connaissait. Il a dit non. J'ai demandé s'il connaissait mon mari, Jacob Bleu. Il a dit non. Mais bon, il connaît les personnalités politiques ivoiriennes. Donc ça, c'est déjà bon. Il s'intéresse à la politique de Côte ivoirienne. Mais pour le reste, il y a beaucoup d'efforts à faire. On verra ce que Barb va donner. Je sais pas quand c'était, je sais pas si ça a déjà été lancé, Barb, l'outil de Google. Mais peut-être qu'avec lui, on aura, vu qu'il sera connecté à Internet, on aura beaucoup plus de données factuelles et précises. Nous avons une question posée dans les commentaires sur la transmission live de cette vidéo. La question, je la lis pour M. Guglielmetti. Elle vient du journaliste Aïrono. Aujourd'hui, les créateurs de sites web, les copywriters, les générateurs de contenu et les journalistes semblent menacés. Comment tout de même profiter de cette nouvelle vague et du changement qui s'annonce dans ce métier? Ah ben écoutez, pour les gens qui ont à créer du contenu, c'est certain que ChatGPT, ça devient un bon assistant. Moi, je dis toujours, et c'est drôle parce que j'écoutais Edith parler de l'expérience avec son fils et ça me fait sourire parce que moi, dans le même contexte, et je pense pas que je suis un mauvais père, j'aurais dit, ben, va faire un canevas de base de ta lettre de motivation, puis après, on la relira ensemble pour voir si tu veux changer des choses. Mais c'est intéressant l'exemple d'Edith parce qu'effectivement, même comme parents, ça nous confronte. Mais je reviens à la question de la personne qui nous regarde et je vous dirais que si vous utilisez ChatGPT pour créer un canevas sur lequel vous allez devoir repasser, hein, parce que ultimement, c'est votre nom là, qui va être attaché à ce texte-là, ce n'est pas celui de ChatGPT. Alors, assurez-vous d'avoir un canevas de base sur lequel, après, vous pouvez travailler. Et récemment, juste hier, sur mon blog, sur moncarnet.com, j'ai publié un texte où j'interpellais ChatGPT pour lui demander quels étaient les risques de voir les géants de la tech se mettre à vouloir conquérir le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est ChatGPT qui a fait le reste de l'article. Et puis évidemment, avant de publier, j'ai relu et tout se tenait. Il y avait peut-être une nuance qui était incorrecte au niveau de l'écriture, mais tout le texte, toute l'information qui était là était pertinente. Alors, je l'ai publié comme ça et puis aujourd'hui, je vois que c'est un des articles qui fonctionne le plus sur le blog cette semaine. Alors, c'est pour vous montrer comment ça peut aider, mais il ne faut pas penser que du jour au lendemain, c'est ChatGPT qui va faire le travail à votre place. De toute façon, s'il le fait, vous allez perdre votre job. Alors, je ne vous conseille pas de l'utiliser de cette façon-là. Vous l'utilisez comme un assistant, comme un premier jet d'écriture, puis après, vous retravaillez là-dessus. Nous avons des questions très intéressantes, je vous assure. Une autre question posée par une personne qui nous suit. Avec l'IA de Google qui est connectée à Internet,
est-ce qu'il n'y a pas un danger que l'outil échappe à ses concepteurs? On a déjà eu des surprises comme ça par le passé. Ben là, c'est intéressant, puis probablement que la personne qui vous écrit la question fait référence au premier essai qui avait été fait par Microsoft il y a plusieurs années, où en dedans de 24 heures, l'intelligence artificielle, ben, c'était un chatbot à l'époque, avait carrément été détourné de son intention parce qu'il y avait des gens avec des idées plutôt douteuse, avait décidé de faire bifurquer la conversation et finalement, le chatbot était devenu raciste, sexiste et c'était quelque chose à lire et rapidement Microsoft l'a retiré. Alors, c'est sûr qu'il y a une intelligence artificielle, ça vit avec les biais de ses concepteurs. Et à ça, il va falloir faire attention. Et c'est avec le temps que les chatbots vont apprendre. Et ce n'est pas pour rien qu'OpenAI l'a débranché à partir du 31 décembre 2021 de l'Internet. Il voulait s'assurer qu'à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus d'influence en guillemets extérieure qui allait influencer le contenu. Et c'est pour ça, puis Edith faisait référence justement au nouvel outil de Google. Ça va être intéressant de voir comment il va réagir et comment il va s'adapter à lui, à la réalité d'être branché en temps réel sur Internet. Est-ce que ça va influencer son type de propos, sa rédaction qu'il va partager? Mais donc, il faut faire attention. Est-ce que l'intelligence artificielle va partir tout seul de son côté? Pour le moment, pour citer Yoshua Bengio, qui est l'éminence grise canadienne de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'une intelligence artificielle, ça a le cerveau d'une grenouille. Alors, elle va peut-être partir, mais elle ne partira pas loin, puis vous allez être capable de la rattraper facilement. Madame Edith Groot, une phrase que vous venez de prononcer m'a un peu tiqué. Vous dites que l'Afrique n'est pas encore prête. L'article. L'Afrique n'est pas encore prête. Ah, l'Afrique, oui. Moi, je considère que l'Afrique n'est pas encore prête parce que on a tellement de pans de notre économie, et même au plan sociétal, plein de choses à combler que une technologie aussi disruptive pourrait, à mon avis, créer le chaos. On parle de renforcer notre capital humain. On parle de lutter contre la faim. On parle de plein d'enjeux sociétaux. On doit faire face également aux fake news. Même dans la gestion des fake news, on n'est pas préparé. Les grandes puissances elles-mêmes ont des difficultés à juguler l'impact des fake news. Si on a vu des personnes se diriger vers le Capitole pour le prendre d'assaut, nous qui souffrons déjà de problèmes de coup d'État, de plein d'autres choses, imaginez ce qu'une technologie pareille pourrait apporter, surtout qu'elle a des biais aussi. Bruno a parlé de ces biais cognitifs. C'est vrai que ce sont des IA qui n'ont pas été conçus par nous, les Africains. Donc déjà, il y a un biais. Et il y a plein d'autres choses que nous ne maîtrisons pas. Elles seront connectées à Internet, on est d'accord. Mais même avec ce cerveau de grenouille, je pense qu'elles pourront avoir... J'adore la technologie. Mais j'aime souvent dire que je ne suis pas très heureuse de vivre cette période de l'humanité parce que c'est là où on perd le contrôle, à mon avis. J'ai regardé beaucoup de films futuristes, des livres de ce genre et tout. Et c'est vraiment la partie de cette histoire que je n'aime pas beaucoup parce que on va vivre dans un monde tellement aseptisé, tellement prévisible que pour moi, ça va être super compliqué en fait. Mais on peut en faire un bon usage. On peut l'utiliser à bon escient si bien sûr on est formé, on est préparé. On n'a même pas de cours à la citoyenneté numérique en Afrique, Côte d'Ivoire. On en parle, moi j'en parle à chaque fois. On essaie à notre niveau avec nos associations, des personnes comme Jean-Patrick et Ouma et d'autres, de pouvoir, lorsqu'on a la possibilité, coacher les jeunes, faire des cours à l'éducation citoyenne numérique. Parce que tous les jours, on voit les effets des fake news. Et imaginez une IA qui a des biais, qui peut dire ce qu'elle pense, donner son avis. Surtout, c'est ça qui est important, parce qu'à un moment donné, à force d'être entraînée, elle peut donner son avis, analyser une situation dans son contexte à elle, en fait. Donc, autant je suis heureuse
Mais autant je considère qu'on n'est pas prêt et que de notre côté, au niveau de nos dirigeants, au niveau de nos ministères de l'économie numérique, ils ont beaucoup, mais beaucoup de travail à faire. Quand je prends les journalistes, par exemple, je me rappelle il y a encore 5 ans, lorsqu'on parlait on incitait les journalistes à créer des blogs, à partager leur contenu via des blogs et tout, ils trouvaient que c'était pas nécessaire. Et aujourd'hui, bon, la plupart ont des médias, ont des blogs, ils s'expriment sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas de choix en fait finalement. Mais derrière ça, ce que nous apportent ces intelligences artificielles, comme l'a dit Bruno, tout dépend de la manière dont ils sont utilisés en fait par nous. Donc, il y a beaucoup d'efforts encore à faire sur notre continent. On a tellement d'enjeux propres à gérer au niveau de l'électricité, au niveau même de l'accès à Internet. J'ai des difficultés, par exemple, pour l'accès à Internet et tout ça. Mais franchement, j'espère qu'on en fera un bon usage. Mais j'ai beaucoup de réserves. J'ai vraiment beaucoup de réserves. Monsieur Guglielmetti, quel commentaire faites-vous sur ces propos de Madame Brault? Est-ce que vous, en Europe, vous êtes prêts pour ces outils révolutionnaires? Ah ben, écoutez, les réserves d'Édith, je les partage en partie et ce que je trouve très intéressant, c'était justement, puis elle a tellement raison quand elle a dit, ça revient au billet, hein, cet outil-là, il a été créé par des Nord-Américains. Et à partir de ce moment-là, l'information qui a été là a été pensée par des Nord-Américains avec une vision de Nord-Américains. Et donc ça laisse oh, je ne dirais pas que ça laisse l'Afrique de côté, sauf qu'il n'y a pas une priorité, il n'y a pas une importance qui a été accordée comme celle d'un Nord-Américain qui regarde le monde de son point de vue. Mais ça laisse l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie de côté, et qui sont des centres quand même assez importants. Puis là, je ne fais même pas le tour de la planète, là, mais vous comprenez où je m'en vais. Alors, c'est sûr que de ce côté-là, il va falloir s'assurer qu'il y ait, je vous dirais, probablement des gardiens de l'assurance, que tout le monde, que ce soit un outil qui soit inclusif. De par le bassin d'information qu'il comporte. Et ça me fait penser un peu, vous savez, je pense que c'est de mémoire, là, c'est en 2019, il y a eu une grande rencontre internationale à Montréal et il y a un document qui a été signé pour une utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Et un peu, j'allais dire, l'équivalent du traité de Montréal au niveau de l'écologie, là. Mais c'est qu'en 2019, et à Montréal, c'est un des centres importants du développement de l'intelligence artificielle. Et déjà, les concepteurs, on parle d'il y a 3 ans, là, déjà, les gens qui sont au cœur de la recherche se disaient, attention, c'est un outil qui est puissant, mais il faut s'assurer qu'il va y avoir une éthique quant à son utilisation. Et il y a des gens de partout sur la planète qui sont venus à Montréal parce que ce sont des gens qui sont, je ne dirais pas anxieux, mais qui sont soucieux de l'utilisation de l'intelligence artificielle sous tous ses angles. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT, mais de l'autre côté, maintenant, vous avez des outils, je pense à Eleven Labs, qui commence à être disponible sur Internet et qui vous permet de générer une voix tout à fait virtuelle ou en lui donnant tout simplement un extrait de quelqu'un est capable par la suite de lui faire dire n'importe quoi. Vous n'avez qu'à rentrer le texte et vous pourriez avoir des citations de politiciens qui sont morts, qui n'existent même plus et leur faire dire ce que vous voulez. Et donc, c'est là où ça devient, je ne dirais pas dangereux, mais enfin, il faut connaître les limites de ce qu'on peut faire. Parce qu'imaginez un documentariste, ou un journaliste qui décide de faire des recherches et, à défaut de trouver des archives, décide de prendre des discours qu'un politicien aurait écrits et les fait lire par cette voix-là, puis l'auditeur, lui, il entend ce politicien-là qui aurait dit ces choses-là, alors que l'information n'a pas été validée. Alors, vous voyez comment on peut aller impacter même l'histoire moderne en fonction d'informations erronées qu'on a retravaillées avec les outils d'intelligence artificielle pour générer quelque chose qui est en train de changer notre passé. Ça peut aller jusqu'à là. L'intelligence artificielle soulève donc des problèmes de deepfake. Et pour vous qui enseignez le journalisme, M. Guglielmetti, est-ce que ce n'est pas mais finalement un type de compétence qu'il faut intégrer dans la formation des journalistes?
Ah, tout à fait. Je saluais d'ailleurs l'effort d'Edith par rapport à l'enseignement L'éducation citoyenne oui, au numérique. exactement. La citoyenneté numérique, c'est important. Moi, c'est un dossier que je pousse énormément de mon côté et je salue ses efforts de son côté. Et je vous dirais que moi, avec mes étudiants à l'Université du Québec, c'est certain que systématiquement, encore hier en cours, je parlais de l'intelligence artificielle et on va revenir sur le sujet la semaine prochaine parce que ça fait partie des nouveaux outils qui sont disponibles. Mais ça fait, quand on a un outil, c'est un risque. Hein. Vous savez, avec un marteau, on peut construire des choses, mais on peut se taper sur les doigts. On peut détruire des choses. Alors, il faut faire attention avec ce qu'on fait avec les outils. Il faut savoir, il faut comprendre ce qu'on peut faire, puis il faut savoir aussi les risques que ça peut emporter. Alors, il y a une nouvelle génération de journalistes qui sont là et je vous ferai un parallèle avec, vous vous souvenez, en tout cas, moi, je suis assez vieux pour connaître l'époque où l'Internet est arrivé dans les salles de nouvelles et c'était assez amusant de voir que les gens, la relation qu'ils avaient avec le seul poste qui était branché à l'Internet dans la salle de nouvelles, bien, les gens avaient l'impression qu'ils avaient accès à un fil de presse. Et la nuance qui était importante, parce que sur un fil de presse, ça vient d'agence de presse, l'information est validée. Mais les gens qui allaient sur Internet pensant que c'était une agence de presse, pour eux, toute l'information qu'ils trouvaient, c'était de l'information qui était validée. Vous le savez, depuis le temps que l'information qu'on trouve sur Internet, on est loin de l'information qui est validée et souvent, il y a aussi de la désinformation, de la promotion. Alors, il y a eu toute une éducation à faire d'une génération de journalistes par rapport à l'information qui était disponible sur Internet et qu'ils allaient trouver sur Internet. Alors, c'est la même chose aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, les outils qui sont disponibles pour les journalistes. Il faut leur apprendre comment l'utiliser et il y a toute la génération de ceux qui sont déjà présents de les mettre en garde par rapport à l'utilisation, de leur montrer les bons côtés, certes, mais aussi de leur montrer qu'il y a des risques qui sont rattachés à ça pour qu'eux soient aussi conscients et que dans le cadre de leur travail, ben, s'assurent de ne pas tomber dans le piège. Une participante, une journaliste, pose la question comment le journalisme web peut-il se transformer afin de survivre à l'IA? Aïe! Ben, la première chose, c'est de s'assurer de toujours garder son poste parce que c'est sûr que. Mais c'est intéressant la question parce qu'elle dit le journalisme web. Mais le journalisme web, c'est l'équivalent du journalisme papier ou radio. Hein. Vous avez du contenu à générer et à la limite, les gens qui font du journalisme sur le web ont une longueur d'avance. C'est que ces gens-là sont habitués de travailler avec du contenu qui vient de l'Internet. Alors, eux ont vraiment une longueur d'avance par rapport à leurs collègues, peut-être du papier, de la radio ou de la télé, et ils vont devoir s'habituer à travailler avec cet outil-là. Je dis cet outil-là, mais je devrais dire ces outils-là. Mais moi, je vous dirais, prenez le virage plus tôt que plus tard, parce que vous aurez un certain avantage par rapport à la compétition, que ce soit vos collègues ou que ce soit les médias autres. Et apprenez à travailler avec, apprenez à générer des textes ou des parties de textes qui peuvent vous aider, qui peuvent compléter ce que vous faites, générer des encadrés à partir de ça. Je suis en train de travailler sur un bouquin présentement et puis j'ai utilisé ChatGPT pour générer différents encadrés qui vont plus loin dans les sujets que j'aborde en donnant quelques conseils. Et évidemment, bon, une fois que j'ai généré ces conseils-là par ChatGPT, je repasse à travers pour valider et que ça va très bien dans la réflexion et dans le point de vue que j'amène. Mais à la base, c'est ChatGPT qui a généré ce contenu-là. Alors ça, c'est un type d'utilisation qu'on peut faire pour du matériel qui va directement sur Internet. Elon Musk Elon Musk nous dit que nous sommes en face d'une IA qui est dangereusement forte et que ChatGPT est un outil effrayant et à la fois un outil bon. Le sentiment, il est mitigé, comme celui de Booth. Et ma question, c'est de savoir que va se passer désormais dans la salle de nouvelles, dans 5 ans, dans 10 ans. Je laisse la parole à Edith. Oui, on laisse la parole à Edith, oui. Tu peux répéter la question, je n'ai pas bien entendu. Et je me base sur cette affirmation d'Elon Musk qui dit qu'avec ChatGPT, nous sommes en face d'un outil effrayant et bon.
et que nous ne sommes pas loin d'une intelligence artificielle dangereusement forte. Et je me pose la question de savoir, dans les stades de rédaction, que va-t-il se passer dans 5 ans ou dans 10 ans avec la percée de l'intelligence artificielle? Comme on dit, si Elon Musk l'a dit, qui suis-je pour le contredire? Moi, je vois déjà, c'est le maître, hein? Je vois déjà plusieurs IA interconnectées qui interagissent entre elles, qui sont connectées bien sûr à Internet, donc qui en temps réel, à la milliseconde près, arrivent à avoir l'information, à la synthétiser et à produire du contenu. Et puis, dans la salle de nouvelles, dans la War Room, il y a un coordonnateur, voilà, donc qui est payé pour ça, pour peut-être faire une dernière vérification. Mais tous les articles seraient générés par ces IA qui travailleraient pour ce média tout simplement. Et je crois qu'on a déjà un exemple, hein. Je sais qu'il y a un média dernièrement, je ne sais plus c'est lequel, il faut que je vérifie, qui a produit donc des articles qui ont été faits par, je pense, ChatGPT, et qui assume en fait que ces articles ont été faits par ChatGPT, bien sûr en mentionnant dans les articles donc, que ce sont des articles générés par une IA. Et je pense que de plus en plus, on aura des médias qui vont commencer à expérimenter de façon pilote l'intégration d'articles produits par une IA dans leur contenu. Et de plus en plus, donc d'ici 5 ans ou 10 ans, la salle de news va considérablement se vider en hormones, en testostérone et en progestérone, et on aura beaucoup plus d'IA interconnectées entre elles qui feront rapidement le travail de nouvelles, qui feront rapidement des analyses et qui vont se nourrir de tout ce que Internet produit. Et il faut s'y préparer. Et en plus, les patrons de presse cherchent à réduire les coûts. Ils cherchent à dépenser moins dans un contexte d'inflation, de récession. Et l'avenir est incertain. Donc, ils vont certainement vouloir gagner du temps, gagner de l'argent. Et ils vont certainement se préparer à ça et à intégrer beaucoup plus d'IA dans leur rédaction. Et je pense que le public même va s'habituer à lire des articles générés par des IA, pensés par des IA, analysés par des IA avec leur propre ressenti. Si je peux réagir au propos d'Edith, moi, je suis plus optimiste. J'ai l'impression que ce n'est pas toute la salle qui va y passer. D'ailleurs, Edith, tu faisais référence à BuzzFeed, hein, qui avait mentionné il y a quelque temps qu'ils utilisaient... Exactement, voilà, BuzzFeed. Ouais. Et donc, moi, je suis plus optimiste, heureusement. Il en faut des optimistes. Oui, non. Mais il y a peut-être la moitié d'une salle de nouvelles. C'est sûr qu'il y a de l'analyse, il y a des textes presque de profondeur qui pourraient être faites par une intelligence artificielle, on s'entend, basée sur des millénaires de connaissances, là. Et ça pourrait même aider et aller plus loin que certains textes qu'on lit aujourd'hui qui sont écrits par des humains. Ça, c'est une chose, et dans ce sens-là, Edith a tout à fait raison. Mais de l'autre côté, il y a toujours l'information de terrain, d'actualité, et celle-là, ben, on aura toujours besoin de journalistes qui vont tendre le micro ou courir après les ministres et les premiers ministres pour leur faire dire des choses, les gens d'affaires qui vont devoir aller à la rencontre des gens qui font l'actualité pour ramener cette information-là et nous la raconter. Et ça, je pense que c'est la bonne nouvelle. Et je ne parle même pas des grands reporters qui, eux, ont toujours leur rôle à jouer pour nous ramener cette information-là. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de la salle de nouvelles qui, elle, va disparaître. C'est malheureux, mais un peu comme à l'époque, il y a toute une génération de pressiers qui sont disparus parce qu'on est passé à la presse numérique, puis les titreurs sont disparus parce que c'est la machine qui l'a fait. Alors oui, le travail de journalisme est en constante mouvance et je pense que l'IA, ben, c'est un outil de plus pour les gestionnaires de presse pour faire avancer la chose. Et d'autant plus que là, on a l'impression de parler uniquement de gens qui lisent les quotidiens ou les médias sur Internet, mais je reviens avec mon exemple de l'audio. Vous avez une application qui existe et peu importe où vous êtes sur la planète, vous pouvez
pouvez la télécharger. Ça s'appelle Juice, J-U-I-C-E, donc du jus en anglais. C'est une application française et cette application-là est branchée sur le quotidien et ce sont des voix de synthèse avec différents accents de la francophonie qui nous proposent l'actualité du jour, entrecoupée de podcasts, si vous voulez. Mais c'est ça, c'est une salle de rédaction moderne, totalement numérique, qui est basée sur le travail de journalistes qui font du journalisme analogue, là. Mais c'est ça. Alors, vous avez déjà un média francophone qui carbure au numérique comme ça. Si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler ou entendre à quoi ça peut ressembler, vous téléchargez ça sur votre téléphone et vous allez avoir une idée. Est-ce que M. Guglielminetti pourrait peut-être mettre ces outils? Vous avez parlé aussi de LVM. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. LVM Lab, oui. Voilà, je n'ai jamais entendu parler, malheureusement. Est-ce que vous pouvez peut-être mettre le nom de ces outils-là dans la boîte de discussion? Madame Edith Prout, vous n'étiez pas là, mais M. Bruno a salué l'éducation citoyenne au numérique que vous faites en Côte d'Ivoire. Oh, c'est gentil, merci. Merci Bruno. J'ai une question similaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi éduquer les intelligences artificielles aux valeurs du journalisme? Parce que de plus en plus, il y a un risque et ce sera les fausses nouvelles, les deepfakes qui seront difficiles à gérer. Et un confrère, justement, pose cette question, une question qui va dans ce sens. Comment avec l'intelligence comment si, avec l'intelligence artificielle, on est capable de modifier les contenus écrits ou oraux, combattre les fausses nouvelles? Comment combattre les fausses nouvelles si, avec l'intelligence artificielle, on est capable de modifier les contenus écrits ou oraux? J'ajouterais même aussi que même les vidéos n'échappent pas aussi au deepfake. La question, c'est s'il ne faudrait pas éduquer l'intelligence artificielle aux valeurs du journalisme. Bien sûr, bien sûr. Et comme je dis, c'est là où, bon, malheureusement, on n'a pas la main, nous, ici, en Afrique. Mais je veux dire, des outils comme ChatGPT et bientôt Bard, j'espère et je crois que les concepteurs y ont certainement pensé parce que vu que ce sont des applications qui viennent de l'Amérique du Nord, de l'Europe, et ils ont été aussi confrontés, donc ils sont confrontés à ces problèmes de fake news, de mésinformation au quotidien, et surtout pendant l'élection de Donald Trump. Je pense qu'ils ont certainement eu à cœur d'intégrer ces données-là au sein de ces IA. En tout cas, je l'espère. Parce que toute la problématique, lorsqu'on veut diffuser une fake news, soit on diffuse une fausse information parce que nous-mêmes, on n'est pas informés, donc on donne la mauvaise information. Il y a ce premier cas. Dans le deuxième cas, c'est dans l'intention réelle de nuire. Donc, de créer soit le chaos ou de créer une situation conflictuelle ou de donner une situation à son avantage. Et dans les deux cas, il faut que ces intelligences artificielles soient suffisamment entraînées pour pouvoir détecter ces fake news. Ça va prendre du temps. On n'est qu'au début de fonctionnement de ces intelligences artificielles. Et je suis certaine, et j'espère en tout cas, parce que je sais qu'il y a une charte qui a été signée, Bruno, tu me le diras, par des géants comme Elon Musk et d'autres, pour rendre ces IA quand même, veiller à ce qu'elles restent éthiques. Et j'espère et je pense que ces intelligences artificielles ont été entraînées à pouvoir également lutter contre les fake news, sinon ça serait totalement le chaos. Une fake news, on peut la créer en écrivant. Et comme l'a dit aussi Bruno, l'autre pan des intelligences artificielles, c'est les deepfakes. Je peux créer une fake news, je peux créer une situation de chaos dans un pays en faisant croire que le président Touadéra a déclaré la guerre à son pays voisin, rien qu'en utilisant une de ses vidéos, en lui faisant dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Et je peux créer le chaos dans la minute qui suit auprès de ces populations. Donc, je suis certaine, et franchement, là,
je vais être optimiste comme Bruno. J'espère que les concepteurs de ces IA, OpenAI, Microsoft et Google, ont mis à l'intérieur de ces intelligences artificielles la capacité à pouvoir détecter les fake news et à les identifier et à surtout marquer cela bien clair pour les utilisateurs que nous sommes, pour les utilisateurs que nous serons. Donc, on verra bien. Monsieur Bruno, l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme, dans son dernier rapport sur les tendances et les prévisions du journalisme en 2023, affirme qu'en cette année, les médias expérimenteront davantage l'intelligence artificielle. Et la plupart de ceux et celles qui nous suivent actuellement sont des journalistes et se posent la question, face à la percée de l'intelligence artificielle, quelles sont les nouvelles compétences qu'ils doivent développer? Écoutez, les compétences, c'est pas tellement compliqué, c'est d'apprendre à utiliser ces outils. Je pense que c'est la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'en être victime. Alors, si vous êtes capable de prendre un peu de temps pour chaque jour pour aller peaufiner et voir comment vous pouvez utiliser dans votre travail au quotidien cet outil-là, je pense que vous allez apprendre à l'apprivoiser. Et c'est sûr que on parle de ChatGPT et on a l'impression qu'on arrive là, on se branche là et ça génère automatiquement un texte ou ce qu'on désire. Non, ça prend quand même un peu, ça prend une requête, ça prend du contexte. Il faut lui dire, si on veut un texte qui parle d'un sujet en particulier, il faut définir le sujet, il faut définir les critères qu'on veut, la longueur de l'article qu'on veut. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'on doit ajuster pour avoir quelque chose qui nous plaît et qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait nous générer comme humain, comme article. Alors, c'est de prendre du temps et d'aller investir. C'est un peu comme à l'époque, en 1995, quand il y avait des journalistes qui me disaient, mais comment je peux apprendre, comment je peux utiliser, comment je peux être meilleur à utiliser Internet, ça arrive. C'était en 1995 et je leur disais, mais c'est en vous branchant, c'est en prenant du temps et en fonction de vos intérêts professionnels, de faire des recherches et de voir ce qui est disponible, ce que vous pouvez faire. Et c'est la même chose dans le domaine journalistique aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec des outils comme ChatGPT, mais avec des outils comme les autres qu'on mentionnait, c'est d'aller les utiliser, de tester et d'essayer et de ne pas attendre au jour où vous serez forcé par votre employeur ou par la demande du marché de devoir l'utiliser. Et là, il sera trop tard parce qu'il y en aura d'autres qui seront passés avant vous et qui seront meilleurs et qui sauront comment utiliser une canne à pêche. Une canne à pêche, il faut apprendre à l'utiliser pour aller pêcher avant d'avoir trop faim et de ne pas savoir comment on doit pêcher un poisson. J'ai lu une déclaration de Keldon Esper qui dit que l'intelligence artificielle risque aussi de mettre en péril la liberté de la presse. Mais ce n'est pas ma question. Nous avons énormément de questions des participants. Je ne sais pas si on va finir tout de suite. Je prends rapidement quelques-unes. Comment nos invités voient le journalisme dans 20 ans avec l'intelligence artificielle comparativement au contexte présent? Madame Bro, vous prenez cette question? Oui. Bruno a parlé du fait que la salle de presse n'allait pas se désemplir tout de suite. Et mise en perspective comme ça me donne finalement aussi un peu d'espoir. Parce qu'il faudra toujours collecter l'information. Aller sur le terrain des opérations, comme il a dit, aller à l'Assemblée nationale pour tirer un mot au président de l'Assemblée nationale ou aller faire des interviews. On aura encore cette marge de progression à atteindre. Et je pense que ce journalisme-là, il sera encore plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus rapide. Quand je dis rapide, je veux dire accès à l'information rapidement. Il sera beaucoup plus rapide. Et je pense que les journalistes qui seront encore présents auront à cœur de fournir la meilleure information possible, la plus pointueuse, parce que la concurrence sera extrêmement rude. Donc, il faudra pouvoir se démarquer rapidement. Il faudra pouvoir fournir un contenu de qualité parce qu'on sera submergé de fausses informations, malheureusement, parce que les journalistes ne sont pas les seuls à produire du contenu. Ça, depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a également les internautes qui produisent également du contenu. Et maintenant,
il y a également des intelligences artificielles. Et je pense que ce journalisme de qualité, il va encore plus se développer. Beaucoup de médias vont se démarquer par leur qualité. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront fières de payer des abonnements pour des médias qui fournissent une information de qualité parce qu'on sera à la recherche de cette information de qualité. Et peut-être qu'on va revenir à la base. Et on le voit souvent dans les films, à un moment donné, lorsqu'on a trop utilisé la technologie, lorsque la technologie, permettez-moi le terme, a foutu le bordel dans le monde, à un moment donné, on revient au basique. Donc, on voit souvent dans ces films de science-fiction des rebelles qui décident d'utiliser le cheval, de revenir au basique, de laisser tomber les voitures à essence, ce genre de choses, pour revenir se rapprocher de la nature. Peut-être qu'on aura ces médias-là, qui vont nous permettre de pouvoir avoir des vrais journalistes, des humains qui nous produisent du contenu de qualité, pensé par des humains et tout ça. Et j'ai bon espoir que malgré le fait que les IA vont puiser, on aura un journalisme de qualité, on aura des confrères qui vont se démarquer par leur approche qualitative et on aura soif, en tout cas, les utilisateurs auront soif de ce type de contenu qui vont sortir du lot des milliards et des milliards de sites à profusion qui vont apparaître et qui seront générés par des IA. Je pense qu'on va revenir en arrière à un moment donné. Ouais, moi, je vais dans le même sens qu'Edith. C'est vraiment la vision que j'ai. J'ai l'impression qu'on va avoir, si je peux ajouter ou compléter, j'ai l'impression qu'on va avoir une panoplie de médias de base qui vont être, eux, générés par de l'information numérique là, qui est prise et qui vont générer du contenu, vidéo, audio et texte. Mais parallèlement, il va y avoir des médias qui vont offrir, mais moyennant abonnement et paiement, un traitement humain. Et c'est là où il y aura un différentiel. Alors, à la base, les gens pourraient être informés par des machines, mais si vous voulez avoir un traitement humain avec une réflexion humaine, ben là, vous devrez payer. Et c'est là où ça va être intéressant de voir. Et c'est là où le journalisme va encore reprendre de sa valeur et de son importance. Finalement, exactement. Madame Brut et Monsieur Guglielmetti se retrouvent sur une autre optimiste. Monsieur Guglielmetti, j'ai peut-être avant qu'on ait terminé une autre question pour vous. La question de savoir, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on ne va pas vers une nouvelle redéfinition du journalisme? Comme quelqu'un qui part collecter l'information en mettant des outils qui génèrent de l'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut rester dans son bureau, ne pas se déplacer et faire un papier. Est-ce que l'intelligence artificielle ne nous amène pas vers une redéfinition même du métier du journalisme? Ça dépend comment on conçoit le journalisme, mais à la base, si le journalisme, c'est d'aller chercher l'information, de la traiter et de la rendre au public, je pense que l'intelligence artificielle, ça devient un outil de plus, comme le microphone l'a été à une époque. Avant, il y a des gens qui se rendaient, qui prenaient des notes et qui écrivaient un journal. Le microphone est arrivé et ça a créé la radio. La caméra, par la suite, est arrivée et ça a créé l'information télé. Alors là, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle façon de traiter l'information, mais à la base, il y a des gens qui vont devoir rentrer cette information-là. Et moi, je ne souhaite pas que ce soit le porte-parole du président qui ait rentré l'information. Moi, je souhaite que ce soit des journalistes avec une expérience et un recul qui aient accès à cette information-là, la rentre dans la machine et après, la machine peut la présenter comme elle veut. Mais il y aura toujours une part d'opération humaine et c'est là où le journaliste est important pour faire le filtre et l'analyse de l'information pour que ça soit pertinent pour le citoyen et la démocratie, pour qu'on soit capable encore de prendre des décisions comme citoyen en fonction de l'information qui aura été traitée par des journalistes. Mais la cueillette, le traitement et la livraison, ça demeure toujours au centre. Maintenant, comment on l'utilise? Les outils varient selon les époques. Madame Brut, est-ce que vous serez prêt à utiliser ChatGPT dans votre agence? Oui, non, je vais dire ça. Comme Bruno l'a dit, c'est un assistant. Il faut que cet outil, j'y arrive, soit à notre service et pas le contraire, en fait. Donc, lorsqu'un outil est à notre service, on fait un usage qui nous permet d'aller plus rapidement.
Bien sûr, ne devenons pas dépendants, et c'est là le point. Il ne faut pas devenir dépendant de cet outil. Et c'est là toute la limite à ne pas franchir lorsqu'on devient hyper dépendant d'un outil, de telle sorte que dès que cet outil ne fonctionne plus, ou dès qu'on est en situation réelle où nous-mêmes, on doit faire appel à nos propres capacités, on soit incapable de pouvoir le faire par nous-mêmes. Donc oui, l'utiliser, mais le mettre à mon service et ne pas en être dépendante par la suite. Et ça, c'est le plus important. Sinon, c'est un super outil. Il y a plein d'autres outils en dehors de ChatGPT qui existent, que ce soit dans le domaine du design, de la vidéo. C'est dommage hein, pour ceux qui font des voix off, mais bon, on n'a plus besoin de personnes pour faire des voix off. De plus en plus, on aura des voix off beaucoup plus humaines. La dernière fois, j'avais fait un tweet pour dire, mais il y a beaucoup de marge. Il faudrait qu'on ait des voix beaucoup plus avec des accents africains qui soient disponibles dans des outils IA pour nous permettre de faire des voix off. Oui, voilà ce genre d'outils qui nous facilitent la vie, mais sans en être forcément dépendant par la suite. Mais je vais l'utiliser et je l'utilise. Et je vais continuer à me former là-dessus parce que c'est important de se former là-dessus pour comprendre et ne pas se faire dépasser par la suite. Et j'encourage tous les journalistes à le faire, se former à l'IA. Ce sont mes dernières questions, les questions posées par le journaliste Mamadi. C'est 2 questions à la fois dont je la répartis. Madame Bro s'en occupe d'une et puis Monsieur Guglielmetti prend l'autre. Les 2 questions, la première, quel serait l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie des médias africains? Et la deuxième question, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, quel modèle économique pour les médias africains? Bruno répond, c'est moi qui réponds. À vous, si vous sentez à l'aise avec l'une de ces questions, mais c'est vrai que les 2 questions se rejoignent sur le business model des médias. Elle est aussi valable pour les médias européens. Quel modèle économique avec l'avènement de l'intelligence artificielle et en Afrique, quel serait l'impact de l'IA sur l'économie des médias africains? Moi, je vais plutôt me concentrer sur le modèle économique. Bon, je pense que la publicité native peut être un modèle intéressant à utiliser encore, même avec l'existence de ces IA. Les abonnements en Afrique, je ne sais pas si les gens payent des abonnements pour des médias locaux. Pour l'instant, ces médias sont encore gratuits. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait se positionner en tant que média de qualité avec une équipe de journalistes, de professionnels de qualité et penser à faire des abonnements. Parce que par la suite, je ne pense pas que la publicité de Google va pouvoir permettre de pouvoir générer suffisamment de revenus pour payer tout le monde, tous les journalistes et tout au sein de la rédaction. Et le modèle d'abonnement, il faudrait peut-être songer à l'intégrer. Des médias comme Jeune Afrique, New York Post. Moi, je suis abonné au New York Post, je suis abonné à Jeune Afrique. C'est vrai que c'est des coûts minimes, 1 euro, mais quand on compte le nombre de leurs abonnés, ça fait un bon chiffre d'affaires chaque mois. Et l'objectif pour nos médias locaux, c'est de pouvoir se positionner là-dessus parce que je pense que notre génération, nous sommes prêts à payer pour des contenus de qualité fournis par des journalistes, des experts qui font des analyses intéressantes. Donc, utiliser l'IA comme assistant, mais pour le modèle économique, il faudrait vraiment, vraiment songer à instaurer des abonnements parce que je pense qu'à un moment donné, et on le voit, les modèles publicitaires de Google dont nous sommes dépendants changent régulièrement. Ils vont peut-être être réduits au niveau des CPM, des CPA à un moment donné encore. Et il faudrait vraiment songer à créer le lien avec vos abonnés, avec vos lecteurs et les engager à ce qu'ils soient prêts à payer un abonnement mensuel pour pouvoir recevoir du contenu de qualité de votre part, des analyses de qualité de votre part. Dans 10 ans, ça sera le modèle abonnement, 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 abonnement. Il faudra se positionner là-dessus en termes de modèle économique pour vos médias.
Et si je peux renchérir les propos d'Edith, je pense effectivement que ça passe aussi par l'abonnement, mais ce qui va rendre encore plus intéressant l'abonnement, ça va être le contenu en extra qui va être offert aux gens. C'est-à-dire que là, à la base, le contenu qui est offert pourrait être offert gratuitement, sauf qu'avec aux abonnés, et ça, on commence à le voir de plus en plus, il y a d'autres services qui sont offerts, il y a un accès plus grand, juste aux archives, par exemple. L'information du jour pourrait être accessible au lectorat général gratuitement, mais si vous voulez revenir il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans, bien là, ce seront uniquement les abonnés qui auront accès à ça. Puis après, c'est la valeur ajoutée. De plus en plus, on voit le podcast, on voit les émissions vidéo d'analyse. Bien, ça, une rédaction pourrait facilement l'offrir et aux abonnés. Puis aussi, il y a tout le volet, je pense notamment à l'Afrique, il y a tout le volet de la diaspora et des gens qui s'intéressent à l'Afrique. Moi, quand je vais avoir de l'information sur le continent africain, puis particulièrement l'Afrique subsaharienne, ce que je fais, moi, c'est que oui, je vais voir les médias locaux, mais mes meilleures sources demeurent encore les médias auxquels je suis abonné et que je paie là-dessus parce qu'ils m'assurent, et ça revient au propos d'Edith, ça m'assure un traitement journalistique de qualité qui pose des questions, qui a une certaine distance par rapport aux acteurs. Et ça aussi, c'est un marché qu'il va falloir développer. Et la diaspora, ben, peu importe où on est dans le monde, il y a toujours une diaspora autour des gens qui habitent. Alors, si vous vous intéressez à l'Amérique du Nord, ben, il y a des médias qui couvrent mieux que ça, l'Europe, la même chose, et puis l'Afrique, la même chose. Donc, il faut regarder de ce côté-là aussi pour bonifier l'offre qu'on fait aux abonnés. C'est sûr que si vous offrez le même contenu aux abonnés et aux pas, ben, il y a une partie des gens qui vont peut-être s'abonner par sympathie, par encouragement. Mais si vous offrez de la valeur ajoutée, ben là, c'est sûr que vous avez une plus-value. Et là, les abonnés vont être au rendez-vous. Je pense que là, nous sommes à la fin de cette session qui était prévue pour durer 45 minutes. Et là, nous avons excédé 1 heure. Et je pense que si on continue, on peut aller jusqu'à 2 heures, voire 3 heures, puisque je vous assure, lorsque vous jetez un œil dans la boîte de discussion. C'est très intéressant. Oui, il y a des questions, en fait, qui ne sont pas encore répondues. Il y a beaucoup aussi de débats dans les commentaires sur Facebook, des interventions que je n'ai pas lues. Ça montre l'intérêt de cette thématique et aussi des inquiétudes, des indignations ou des questions que se posent éventuellement les journalistes qui voient en ChatGPT aussi une menace potentielle. Aujourd'hui, il y a par exemple des médias comme Bloomberg qui utilisent des outils pour générer de l'actualité boursière et pour l'actualité sportive aussi, on l'utilise et puis ça va tellement vite, en une fraction de seconde, l'IA peut générer des centaines de papiers, ce qui n'est pas possible pour un humain. Mais que va-t-il se passer alors qu'on parle de plus en plus de chômage? Je pense que c'est pour ces inquiétudes que Bruce dit que l'Afrique n'est pas prête parce qu'on est encore à la quête de l'emploi partout et voilà des logiciels qui font de boulot à la place de l'homme. Mais je pense qu'on ne va pas finir et il y aura 2 nouvelles actualités sur le sujet. Le chinois Baidu s'apprête aussi à lancer son chatbot. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une guerre finalement qui se déclare et nous, on sera là en tant que malheureusement spectateurs. Et c'est aussi l'occasion d'encourager des initiatives comme celle d'Edith Brewer à aussi inciter les jeunes à créer des outils comme ça. C'est pas... c'est vrai, Elon Musk, c'est un génie, mais ça peut aussi venir aussi de chez nous. Voilà, je dis merci d'abord à M. Glimetti pour avoir accepté cette invitation et participé à ce webinaire. Et aussi à Mme Brouche, j'ai cru que vous n'alliez pas participer à ce débat. La connexion a failli. La connexion voulait me jouer des tours. J'ai dit, oh là là, Mme Brouche est partie, je vais juste cheminer avec Glimetti. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes là et vous avez participé à cet échange. Vous l'avez rendu aussi intéressant. Merci pour votre disponibilité. Merci. Merci beaucoup à vous. Pour ces conseils. Merci Bruno. Merci de l'invitation. Merci. Au revoir, Edith. Oui, au revoir aussi Bruno. Mais Bruno, monsieur, n'oubliez pas de nous envoyer ces outils-là. Il y a certains qui voudraient peut-être aller voir qu'est-ce que c'est. Vous avez parlé de... Oui, là, Bruno a parlé d'un dernier outil. Tu as parlé d'un dernier outil vers la fin. Je n'avais pas retenu. Il y avait Eleven Lab et il y avait Juice, l'application. Juice.
Oui. Comme Et j'entends l'information est envoyée sur votre compte Twitter en DM parce que je n'ai pas OK. accès OK, à d'accord. l'espace de discussion. Alors, vous D'accord, pouvez OK. la republier. D'accord, merci. Merci encore. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre session. C'est sur ce mot que je vous souhaite bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, belle journée à vous. Le métier, c'est assez matinal chez vous. Vous êtes au Canada. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas encore membres du forum de reportage sur les crises mondiales, c'est un forum qui rassemble plus de 3000 journalistes francophones du monde entier, qui soient basés ici en Afrique ou en Suisse ou au Québec, où nous partageons des opportunités, nous débattons de l'actualité journalistique, où nous nous connectons les uns avec les autres pour faire avancer ensemble notre profession. Alors, n'hésitez pas, si c'est un forum qui vous intéresse, à le rejoindre. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Merci encore. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt.